Ce qu'on vient de voir sur les écrans n'est pas seulement un bombardement. C'est un signal. Un message d'une portée politique plus large que les frappes elles-mêmes. Aujourd'hui, la Russie a utilisé, une nouvelle fois, un missile hypersonique qui peut, en théorie, atteindre n'importe quelle capitale européenne. Mais la question que presque personne n'ose poser à haute voix est celle-ci. Pourquoi le monde laisse-t-il faire? Pendant que les communiqués officiels se succèdent et que les réseaux sociaux s'embrasent, il y a des détails, des silences et des décisions géopolitiques qui expliquent pourquoi cette escalade reste, pour l'instant, tolérée. Contexte factuel, clair. Dans la nuit du 8-9 janvier 2026, les services russes ont annoncé le lancement d'un missile hypersonique baptisé Oresnik en direction de l'ouest de l'Ukraine, touchant des installations de type infrastructure dans la région de Lviv, proche de la frontière avec l'Union européenne. Le gouvernement russe a présenté l'opération comme une riposte à une attaque présumée. Un prétendu drone visant une résidence officielle du président russe en décembre dernier. Accusation que Kiev et plusieurs alliés occidentaux contestent. Ce missile, présenté par Moscou comme presque impossible à intercepter, est capable d'emporter des charges conventionnelles ou nucléaires et de voler à des vitesses bien supérieures à Mach 10. Son usage, même s'il était destiné à un objectif symbolique, a été interprété par nombre d'observateurs comme un acte d'intimidation à l'adresse des capitales européennes et de l'OTAN. Acteur, clé Moscou, par la voix du président Poutine et de l'état-major russe, poursuit une quête de restauration de son influence stratégique et de dissuasion. L'usage du Oresnik envoie un signal de supériorité technologique et de coercition politique. Kiev, sous le commandement du président Zelensky et de ses forces armées, se présente comme victime directe. Mais Kiev est aussi un acteur qui sollicite soutien renforcé et sanctions accrues. Kiev affirme que la justification russe est entièrement fabriquée. L'Occident, l'Union européenne, les États-Unis et l'OTAN formulent des condamnations publiques, mais adoptent une réponse mesurée. Des sanctions supplémentaires sont probables, accompagnées d'un renforcement ponctuel de capacités défensives. La prudence stratégique demeure pour éviter une escalade incontrôlée. Zone d'ombre et contradiction. Pourquoi frapper avec un missile si l'on affirme n'utiliser que des frappes ciblées? Les autorités russes disent de viser des infrastructures militaires ou logistiques. Mais les fragments récupérés et les images sur le terrain montrent des dégâts visibles et des sites énergétiques, ce qui alimente l'accusation d'attaque contre l'infrastructure civile. Pourquoi choisir un tel outil pour un objectif tactique? Le prétexte avancé, l'attaque contre une résidence présidentielle, dispose de peu de preuves publiques. Kiev le nie catégoriquement. Pourquoi déclencher une opération d'une telle portée sur la base d'un incident dont la communauté internationale ne dispose pas d'éléments solides? Cela pose la question d'un usage instrumental du renseignement ou d'une construction politique du casus belli. L'utilisation d'un système rare et symbolique mérite attention. Les Oresnik sont peu nombreux, leur emploi massif n'est pas une chose ordinaire. Les analystes estiment que ce type d'outil est plutôt un moyen de démonstration. Alors pourquoi risquer une escalade en l'employant à nouveau? Est-ce un avertissement aux alliés de l'Ukraine, une démonstration intérieure au public russe, ou un calcul plus complexe? Mais ce détail change complètement la lecture des événements. Pourquoi le monde laisse-t-il faire? L'explication s'articule autour de 4 leviers, stratégiques, logistiques, politiques et psychologiques, qui, ensemble, expliquent toute la relative retenue internationale. Le levier stratégique, éviter l'escalade incontrôlée, un face-à-face direct avec la Russie, surtout autour d'un usage d'armes à haute vitesse et potentiellement nucléaire, comporte des risques d'emballement. Les gouvernements occidentaux pèsent le pour et le contre, condamner fermement, mais éviter toute action qui pourrait être perçue comme une provocation militaire directe. Le résultat? Des condamnations diplomatiques, des mesures économiques ciblées, mais pas d'intervention militaire. Et c'est là que tout devient plus inquiétant, parce que l'absence d'action peut être interprétée comme une faiblesse. Or, la Russie compte dessus. Le levier logistique et capacitaire, limite de la riposte. L'Europe et l'OTAN disposent de moyens défensifs et d'un appui important à Kiev, mais se heurtent à des réalités, des déploiements complexes, des risques d'engagement direct et une volonté politique disparate
entre alliés. Certains États craignent que la moindre intervention armée soit présentée par Moscou comme une attaque de l'OTAN, déclenchant l'article 5 ou une riposte incontrôlée. De plus, des systèmes comme l'Oreshnik sont conçus pour compliquer l'interception. Même si une riposte militaire existe, elle doit être calibrée pour éviter les conséquences extrêmes. Cela réduit considérablement les options concrètes. Le levier politique. Division et priorité internationale. Les décisions internationales dépendent des majorités et des options disponibles. L'Europe doit jongler entre solidarité avec l'Ukraine et sécurité énergétique, stabilité économique et préoccupations intérieures, inflation, approvisionnement en gaz, stabilité politique nationale. Les États qui auraient le pouvoir de contre-attaquer pleinement peuvent hésiter à le faire. Certains pays pèsent aussi leur propre exposition géopolitique. Des sanctions supplémentaires peuvent avoir des effets boomerang sur le pétrole et les chaînes d'approvisionnement, et tous ne sont pas prêts à payer le coût politique interne d'un isolement extrême de la Russie. Le résultat, une série de sanctions graduelles plutôt qu'une réponse unifiée et musclée. Le levier psychologique et la guerre de l'image. La Russie utilise des frappes symboliques pour obtenir un effet psychologique maximal avec une dépense limitée. L'utilisation d'un missile hypersonique rare crée la peur et la dissuasion tout en obligeant l'Occident à répondre dans le registre diplomatique plutôt que militaire. C'est une tactique de coercition stratégique. La question du message interne ne doit pas être ignorée. Montrer au public russe une démonstration de puissance consolide le récit du Kremlin. Pendant que l'Occident débat, la machine de propagande transforme l'événement en preuve de force, et l'opinion publique internationale, souvent divisée, s'amenuise comme moteur d'action. Mais ce passage clé explique pourquoi la réaction n'est pas à la hauteur de l'émotion. Scénarios plausibles. Plusieurs trajectoires demeurent possibles. Le scénario de dissuasion prolongée demeure probable à court terme. Une réponse diplomatique musclée, des sanctions ciblées, un renforcement défensif, sans engagement militaire direct. L'objectif ? Contenir l'escalade et faire payer économiquement Moscou. L'effet ? Un maintien de la situation sans dénouement rapide. Un scénario d'escalade régionale par erreur reste un risque moyen. Un incident naval ou aérien concomitant crée un cycle de représailles. La situation s'emballe par accumulation d'erreurs judiciaires et d'exigences d'honneur national. L'effet ? Une forte montée des tensions et un risque d'implication des alliés. Un scénario d'usage stratégique, limité par le dialogue, est moins probable. Une réouverture de canaux diplomatiques et des concessions de part et d'autre, accompagnées d'un accord partiel de non-usage de certains vecteurs. C'est fragile, mais possible si les intérêts convergent. L'effet, un apaisement temporaire. Et si je vous disais que les indices montrent que Moscou préfère le scénario A, pour l'instant, parce qu'il lui rapporte plus que ce qu'il lui coûte, impact mondial et conséquences futures. Pour la région, l'Europe de l'Est et l'Ukraine, nous assistons à une intensification de la militarisation, un renforcement des systèmes antimissiles, un déplacement des priorités budgétaires vers la défense. Le risque, un appauvrissement des infrastructures civiles et une hausse des prix de l'énergie. Pour les grandes puissances, ceci constitue un test d'un nouvel équilibre entre sanctions, assistance militaire et gestion des risques nucléaires. Les alliances sont sollicitées et la crédibilité des États qui se disent protecteurs est directement en jeu. Pour l'économie mondiale, des perturbations sont possibles sur les marchés de l'énergie, les primes de risque augmentent et une pression supplémentaire pèse sur les chaînes d'approvisionnement. Les investisseurs réagissent à la perception du risque systémique. Pour la sécurité internationale, nous voyons émerger une normalisation du recours à des armes symboliques et technologiquement avancées comme levier de coercition. Cela change la façon dont les doctrines militaires et les normes internationales devront encadrer la coercition d'État. Si ça devient normal, le monde devra réinventer ses règles, et vite. Zone d'interrogation restante. Qui possède réellement la marge de manœuvre politique pour forcer un changement de comportement russe ? Jusqu'où l'Occident est-il prêt à pousser sans paiement politique intérieur majeur ? La démonstration technologique qu'est l'Oreshnik est-elle reproductible à grande échelle ? Ou bien s'agit-il d'un levier rare que Moscou réservera au moment symbolique ? Attendez la conclusion. Je liste 3 gestes concrets que l'Occident pouvait faire et ne fait pas.
et chacun explique en partie la retenue. Nous avons vu les faits, les zones d'ombre et les scénarios. Nous avons compris pourquoi, pour l'instant, la réponse du monde est plus verbale que militaire. C'est un mélange de peur de l'escalade, de calculs politiques, de limites logistiques et d'une guerre de l'image dont la Russie tire profit. La vraie question qui reste posée est celle-ci. Est-ce que la tolérance actuelle fera reculer la Russie ou l'encouragera-t-elle à pousser plus loin? Je ne viens pas vous offrir de certitude. Je vous propose des éléments concrets pour que vous puissiez juger par vous-même.